l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Funiage-Laproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission de curiosité scientifique sur Toxin Plus. Je vous le rappelle, cette émission c'est votre émission, cette chaîne c'est votre chaîne, c'est grâce à vous qu'elle existe, donc partagez-la, faites-la vivre, mettez des pouces, des commentaires, n'hésitez pas à participer, à donner votre avis, à nous écrire, à nous faire des suggestions, c'est très important également. Mais également à donner à Toxin, encore une fois, c'est grâce à vous que nous vivons et nous vous en remercions encore. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet absolument révolutionnaire, sujet que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette émission, et c'est Dominique Tassot, ici présent. Bonjour Dominique. Bonjour. Qui m'a suggéré ce sujet d'émission. Dominique Tassot, vous le connaissez déjà, chers amis auditeurs, il est déjà venu par 2 fois à ce micro, mais je le répète, Dominique Tassot, ingénieur des mines de Paris, docteur en philosophie, président du CEP, le Centre d'études et de prospective pour la science, que je recommande. J'en ai lu notamment un exemplaire que Dominique m'avait offert la dernière fois, et c'était absolument passionnant, avec des sujets vraiment très variés. Donc allez vous renseigner, allez voir ça, chers amis auditeurs, c'est passionnant. Nous vous avions reçu la dernière fois pour notamment 2 ouvrages, mais vous êtes auteur de plusieurs, notamment L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi, chez Teki, et L'évolution en 100 questions-réponses, chez Via Romana. Et donc, Dominique Tassot, vous nous avez suggéré d'inviter aujourd'hui Brigitte Faux, qui est avec nous. Bonjour Brigitte Faux. Bonjour, bonjour Dominique, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et Brigitte Faux a notamment publié ce petit ouvrage que je vous présente, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, aux éditions Medicatrix. Alors Brigitte Faux, vous me dites si je ne me trompe, mais vous avez été ingénieure et depuis longtemps vous vous intéressez aux questions notamment de santé, aux jeunes en particulier. Et vous êtes intéressé aux questions de biologie, de biochimie, et vous êtes intéressé à Antoine Béchamp, que nous allons découvrir avec vous, et notamment à la question des microzymas. Alors, chose qui me paraît à moi qui me paraissait, avant de vous lire, totalement étrangère, et c'est absolument passionnant. On va voir ça aujourd'hui avec vous. Mais avant tout, pour ceux qui ne le connaissent pas, Antoine Béchamp, c'est peut-être un nom qui résonne dans sa confrontation avec quelqu'un qui est bien plus connu en France, enfin partout dans le monde, mais chez nous en France, c'est-à-dire Louis Pasteur. Pasteur, lui, on le connaît. On a l'impression en tout cas de le connaître, mais c'est un nom qu'on a tous vu à l'école, qu'on connaît même par le phénomène de pasteurisation. Enfin voilà, on l'a partout autour de nous. Et il y a eu un face-à-face au 19e entre ces 2 grands chercheurs. Et peut-être Dominique Tassot, pour commencer cette émission, nous expliquer un peu qui étaient ces 2 personnages, Louis Pasteur et Antoine Béchamp, nous donner quelques éléments de contexte et voir en quoi ils ont pu se confronter, avoir des points d'accord certainement, mais aussi quelques grands désaccords qui perdurent encore aujourd'hui, parce que Pasteur est omniprésent, mais Béchamp est totalement oublié, alors qu'il semble fondamental. Dominique Tassot. Oui, merci. En fait, il y a eu 3 grands personnages dans la deuxième moitié du 19e siècle qui ont marqué la fondation de la biologie, de la physiologie, de la biochimie, etc., qui sont Claude Bernard, Antoine Béchamp et Pasteur. Et Claude Bernard, lui aussi, est très connu à ses universités, ses lycées, ses rues, comme Pasteur. Et Béchamp, lui, est vraiment méconnu. Tellement méconnu, d'ailleurs, qu'au moment de sa mort, je crois que c'est un Américain qui a écrit au Figaro pour se plaindre qu'il n'y avait pas eu de notice nécrologique sur Béchamp. Et là, ça fait quand même réagir le Figaro. Et Béchamp est un personnage clé parce qu'il avait une formation très très large qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui, en général, les scientifiques sont des gens très spécialisés. Et Béchamp, lui, était né dans une famille paysanne de Lorraine. Et quand il a eu 6 ans, un oncle qui était consul de France à Bucarest, voyant l'intelligence du gamin, l'a pris avec lui, où il a reçu une formation de pharmacien en Roumanie. Et puis, à 18 ans, il est revenu
en France. Et là, évidemment, son diplôme de pharmacien roumain ne pouvait pas lui permettre de s'installer. Donc, il est allé à l'université de Strasbourg. Il est devenu agrégé de pharmacie. Et dans la foulée, il a passé un doctorat en chimie, un doctorat en physique, un doctorat en médecine. Donc, c'est ce qui est passionnant quand on lit Béchamp, si vous voulez, c'est l'ampleur de vue qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a pu faire des découvertes qu'on ne ferait plus aujourd'hui, c'est parce qu'il a touché à tout, non pas au sens du touche-à-tout qui touche mais qui n'approfondait pas, mais au contraire de celui qui va chercher des lumières partout de façon à approfondir ce qu'il est en train d'étudier. Alors effectivement, il y a eu une controverse Pasteur-Béchamp, mais ce qui est très important dans cette controverse, c'est de voir que Béchamp est vraiment un homme de terrain. Non seulement il est de terrain parce qu'il a commencé sa carrière scientifique en faisant des préparations pharmaceutiques à Bucarest, mais c'est un homme de terrain parce que dès son premier poste après l'agrégation, il a enseigné à Strasbourg. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le moment où Pasteur commençait à vouloir faire de la présence dans les milieux parisiens. Et Pasteur a confié à Béchamp les cours qu'il faisait à la faculté de Strasbourg. Mais Pasteur revenait à la veille des examens pour toucher le cachet de ce qu'on appelait à l'époque l'examinateur. C'est qu'on n'était pas payé parce qu'on donnait des cours, on était payé en tant qu'examinateur. Ça existe encore, enfin je crois qu'à Saint-Cyr, ça existait encore il n'y a pas très longtemps, le titre d'examinateur. Et donc, c'est pour dire que Pasteur a aidé Béchamp dans le cadre de sa thèse. Donc, il se connaissait très bien. Et ce qui est remarquable, c'est que... Alors, Béchamp est allé à Montpellier. Vous savez que Montpellier, c'est la plus ancienne faculté de médecine de France, qui, d'une certaine façon, de par cette antériorité, a une sorte de primauté. Et il a... justement, en tant que chimiste, si vous voulez, en même temps que médecin et pharmacien, il a contribué aux problèmes que rencontraient les éleveurs dans le sud de la France, et en particulier à la maladie du ver à soie. Et c'est lui qui a découvert que le créosote, qui est un antiseptique, pouvait permettre de dominer la maladie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Béchamp a fait cette découverte, que l'on pouvait justement agir de l'extérieur sur la maladie du ver à soie, qui était une maladie très importante sur le plan économique à l'époque. Pasteur, lui, écrivait... On va peut-être expliquer. Oui. On a le ver à soie, Oui. qui par définition produit la soie, le fil de soie. On connaît les soieries autour de Lyon, en Ardèche, etc. etc. Mais à l'époque, on ne fait pas de fil synthétique. Donc, évidemment, pour tisser, on a besoin de ces fameux vers. Et on a toute une industrie, notamment en France. Les canuts sont des tisserands, etc. Donc c'est une industrie énorme en France. Effectivement. Et donc la perte du cheptel des Bombiques, c'était sur le plan économique quelque chose de très important que Béchamp a su traiter. Mais Béchamp n'avait pas les antennes parisiennes qu'avait Pasteur. Et Pasteur s'est fait nommer enquêteur par le gouvernement. Et Pasteur, alors c'est très amusant parce que Pasteur passe pour avoir montré que il n'y avait pas, disons, que l'origine exogène avec les microbes des maladies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas génération spontanée. Bien, voilà, c'est ça. Vous prenez le mot qui fâche, les grandes controverses à l'époque, et je me tourne aussi vers Brigitte Faux, qui est à distance, mais Brigitte, n'hésitez pas à intervenir, si vous voulez préciser des choses. La controverse, c'est la génération spontanée. C'est-à-dire, est-ce que les micro-organismes, les microbes, ils prennent ce nom de microbes à cette époque-là, enfin au 19e, donc les petits organismes vivants microscopiques, donc qui prennent ce nom de microbes, apparaissent-ils de manière spontanée, c'est la génération spontanée, est-ce qu'ils apparaissent tout seuls, ou est-ce qu'ils sont déposés, c'est ce qu'on appellera ensuite, vous le citez dans votre livre, la panspermie atmosphérique, est-ce que ce sont des spores
qui se baladent comme ça dans l'air et qui se déposent. C'est ça. Et pour ça, pour établir cela, on fait des expériences, on prend des tissus organiques, on les met soit dans un milieu stérile, pas stérile, et puis on voit ce qui se passe. C'est à peu près ça, non ? C'est absolument. Et donc, Béchamp avait démontré expérimentalement, et avec des comptes rendus envoyés à l'Académie des sciences, que c'était effectivement la cause de la maladie de l'ordre de la panspermie, et que justement, avec l'asepsie par le créosote, on pouvait soigner le cheptel. Et Pasteur a pris position contre Béchamp, en disant, en traitant Béchamp de fou même. Mais évidemment, 4 ans plus tard, Pasteur a complètement changé de position parce qu'il s'est rendu compte que Béchamp avait raison et il l'a pris à son compte. Alors c'est ça qui est, si vous voulez, Béchamp est un personnage attachant et ce qui est désagréable évidemment dans son cas, c'est de voir que ces grandes découvertes ont été accaparées par d'autres parce qu'il n'avait pas les antennes parisiennes qu'avait Pasteur. Donc, si vous voulez, je n'aime pas dire du mal des grands savants, parce que Pasteur était un très grand chimiste, si vous voulez. Mais est-ce que peut-être vous pouvez souligner ce qui reste ou pas, d'ailleurs, comme différence sur ce point, c'est-à-dire la génération spontanée, entre Pasteur et Béchamp ? Oui, c'est très simple. Je peux. Oui. Je peux préciser si Oui. vous souhaitez. Je vous en prie, Brigitte. Pour répondre à la question d'Alexandre, est-ce que les microbes viennent de l'air, donc ce qu'on appelle la panspermie atmosphérique, ou est-ce que les microbes sont issus de nos organismes ? Eh bien, effectivement, ce sont les expériences de génération spontanée qui ont permis de mettre en évidence le fait que même à l'abri des germes de l'air, naissaient des bactéries dans la viande. Par exemple, une viande dans les mêmes conditions qu'une matière inerte, dans laquelle aucune bactérie n'apparaissait, aucun micro-organisme n'apparaissait, donc on était bien à l'abri des germes de l'air. Dans la viande apparaissaient des bactéries et qui naissaient, c'est-à-dire qu'elles n'y étaient pas au départ, et elles se développaient, au bout de quelques jours, elles se développaient au cœur de la viande, pas en son pourtour, ensuite en son pourtour, mais au départ, elles se développaient au cœur de la viande. Et c'était la question, en fait, le but c'était à l'époque, Béchamp et Pasteur étaient d'accord sur le fait que, sans doute, les micro-organismes arrivaient de l'air. Tous les deux pensaient la même chose, et ces expériences ont montré que, quelles que soient les matières vivantes qui étaient testées, toutes les précautions qui étaient prises, à aucun moment on n'a pu empêcher les microbes de se développer à l'intérieur. Alors, attendez, parce que je voudrais qu'on comprenne un peu l'état de la discussion à l'époque et ce qui en est sorti. Et en gros, qu'est-ce qui a été un peu, comment dire ça, le dogme scientifique à partir de cette fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, comment se présente le débat à l'époque ? La controverse, c'est quoi ? Même pas entre Béchamp et Pasteur, mais même avant. C'est est-ce que la vie apparaît d'elle-même, la vie Voilà. Microbienne, microscopique, apparaît seule, ce qu'on appelle la génération spontanée, ou est-ce que elle arrive de l'extérieur, donc c'est ce qu'on appelle la panspermie atmosphérique. Quel est l'état de ce débat, disons, au 19e, et comment tranche ce débat ensuite Béchamp et Pasteur, et qu'est-ce qu'on en retient au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Vaste question, mais pour qu'on ait un peu les éléments de contexte sur ce débat. C'est exactement la base du problème actuel. C'est-à-dire que, oui, effectivement, le débat à l'époque, c'était que des gens croyaient que les micro-organismes naissaient d'un claquement de doigts à l'intérieur de nos organismes. Béchamp et Pasteur étaient d'accord pour dire on ne peut pas adhérer à un tel concept. Ce n'est pas possible, on ne peut pas adhérer à la génération spontanée. Et c'est là qu'ils ont mis en œuvre tous, aussi bien les adeptes de la génération spontanée que Pasteur, que Béchamp. Ils ont tous fait des expériences à l'abri des germes de l'air pour voir si la génération spontanée se confirmait, que des microbes naissaient. Et donc, ce qui était mis en évidence, c'est que même les expériences de Pasteur, toutes les expériences ont montré que les matières vivantes protégées des germes de l'air
il naissait de manière systématique, au bout d'un certain temps, des bactéries. Mais ce que disait Béchamp, à partir de ce moment-là, il a divergé par rapport à Pasteur, mais il n'a pas pour autant accepté que ces micro-organismes naissent d'un claquement de doigts. Donc, il n'a pas adhéré à la génération spontanée. Parce que il est allé voir comment se développaient ces éléments. Et c'est là qu'il est arrivé à l'origine de ces micro-organismes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les germes. Alors, on va y venir, excusez-moi. Essayons de procéder par étapes, parce qu'il y a énormément de choses dans votre livre, mais pour qu'on comprenne bien. Donc, les deux, Béchamp et Pasteur, sont d'accord, il n'y a pas de génération spontanée. On met en place des expériences donc, avec des tissus vivants, enfin morts, mais anciennement vivants, dans des milieux stériles ou pas stériles, et on voit ce que ça donne. Là, on constate que effectivement, quand c'est stérilisé, on ne voit pas d'apparition de choses, et ça, c'est ce qu'on retient de Pasteur aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un milieu stérile, quelque chose qui est lui-même stérilisé ne produit pas de culture bactérienne. Non. Et c'est pour ça qu'il faut et c'est pour ça qu'il faut pasteuriser, c'est-à-dire chauffer, tuer tout ce qu'il y a pour que rien ne puisse se développer par la suite et qu'on puisse consommer. Oui, d'une certaine façon. Voilà. Est-ce que je me trompe là-dessus ou pas ? Dans la vision moderne, plus c'est mort, plus c'est sain. C'est-à-dire que la santé consiste à tout tuer et à tuer toutes les petites bêtes. Et Léon Bloy avait une belle formule, il disait « La médecine moderne consiste à chercher la petite bête ». Alors le problème, c'est que cette petite bête, pour Pasteur, c'est le microbe qui est un élément externe. Et pour Béchamp, qui, je pense, utilisait des outils d'observation plus puissants que ceux de Pasteur, il avait aperçu à l'intérieur de la cellule ce qu'il appelait des granulations moléculaires. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les organites. Donc aujourd'hui, tout le monde sait qu'à l'intérieur de la cellule, il y a des petites, justement des petits. Alors on appelle ça organites. C'est très difficile à définir, mais ce sont des éléments qui ont une autonomie de fonctionnement. Et c'est eux, par exemple, ou un petit peu comme les lymphocytes, les globules blancs. Ont une activité antimicrobienne. Enfin, ils vont chercher les éléments, les agresseurs du système immunitaire, etc. Donc, le système immunitaire, il fonctionne en utilisant des éléments, d'une certaine façon vivants, qui sont à l'intérieur qui sont bien plus petits que la cellule. Et c'est ça que Pasteur n'avait pas vu. Donc Pasteur voit l'agresseur venant de l'extérieur, et c'est pour ça que dans l'analyse des maladies et l'analyse des épidémies, il y a une très grande différence, parce que aujourd'hui, évidemment, tout le monde sait un malade peut être contagieux. Donc, dans le cas d'une contagion, on a bien un élément externe qui passe d'un malade à un bien portant qui devient malade par cette contamination. Donc, on pas sûr. Alors, oui, mais c'est ça le problème. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est la théorie. Parce que là, moi, j'ai pas suivi. Moi, j'en suis resté là à cette question de génération spontanée ou pas. Donc, on a ce débat au 19e. Est-ce que les micro-organismes, les microbes, apparaissent de façon spontanée ou pas ? On a à l'école, au départ, la branche Béchamp, Pasteur, et d'autres certainement, qui sont dans ce giron-là, qui disent « il n'y a pas de génération spontanée ». Eux et ceux qui sont en face mettent en place des protocoles scientifiques pour dire comment on décide s'il y a génération spontanée ou pas. Donc, on se met dans des milieux stériles et non stériles. Dans les milieux stériles, on se rend compte qu'il n'y a pas d'apparition de vie. C'est ça ou c'est pas ça ? Si, il y a apparition de vie dans les milieux stériles. Mais donc... Est-ce que vous arrivez, même en milieu stérile, est-ce que vous avez arrivé à conserver de la viande ? Personne n'est capable de conserver une viande, même en milieu stérile. Que je comprenne. Mais donc, et Pasteur et Béchamp sont d'accord sur le résultat de ces expériences ou pas ? Oui, ils sont d'accord sur le résultat de ces expériences. Et que dit l'expérience à l'époque ? Pardon. Alors, quand des bactéries apparaissent dans la viande,
c'est Dans un milieu Pasteur, stérile, on est d'accord. oui, oui, il a ces mêmes résultats d'expérience que Béchamp et que les personnes qui font des expériences de génération spontanée, les bactéries apparaissent, mais Pasteur le nie. Ses expériences donnent ces résultats-là, mais il le nie. Il refuse de le voir. Et donc, il continue à entretenir ce qu'il appelle l'asepsie des animaux, donc ce dogme sur lequel s'appuie toujours la science, c'est-à-dire qu'on serait stérile à l'intérieur de nos organismes et qu'il n'y aurait pas de micro-organismes ni de nano-organismes qui seraient présents, que le plus petit élément vital, c'est la cellule et rien d'autre. Et on le sait d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire que Pasteur, il a refusé de voir les choses. Béchamp, lui, il s'est dit, il y a quelque chose, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'en remontant à l'origine de ces bactéries, il avait déjà vu le développement de moisissures dans d'autres expériences, à partir de tout petits corps qu'il avait trouvés, des espèces de petites granulations, et il a retrouvé ces petites granulations présentes dans tous les organismes vivants à l'origine de ces bactéries. Alors, Et c'est là qu'il a compris par la suite. Voilà. Donc là, cette photo, je l'ai envoyée à Axel. Donc on peut la voir. Ça, il a fait des expériences, par exemple, il s'est aperçu qu'en fonction du milieu, que tout est une question de milieu. Et qu'en fonction du milieu, alors si on commande Alors, attendez, parce que là vous sautez au moins 3 étapes. Brigitte Faux, soyez une élève disciplinée, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on comprend, la thèse de Béchamp, et c'est ça qui est absolument révolutionnaire, il nous dit, si je comprends bien, et si je me trompe, vous m'arrêtez, et Dominique Tassot aussi, pour nous expliquer simplement de quoi il en est. Béchamp nous dit, attendez, dans un milieu stérile, je vois quand même des choses apparaître. Donc ça veut dire qu'au sein de cette matière anciennement vivante, il y a des choses qui produisent des micro-organismes. Or, ces micro-organismes sont plus petits que les cellules. Donc ce ne sont pas des cellules. Et pourtant, ils sont vivants. Ils bougent, ils modifient leur milieu, ils interagissent avec leur milieu, etc. Ils ont des effets chimiques qui ne sont pas de l'ordre de la simple chimie, disons simple. Ils ont des effets chimiques complexes de type de fermentation, par exemple. Et ça, Béchamp nous dit, moi je le vois avec mon microscope, ça apparaît, ça a des effets chimiques, ça produit des choses, c'est vivant et c'est plus petit qu'une cellule. Tout à fait. C'est de ça dont on parle. Hein. Donc il y a des choses microscopiques, plus petites que les cellules, qui sont comme ça, pour nous, l'élément de base de la vie, la petite briquette de base de la vie, la cellule. En fait, non, il y a des choses plus petites qui sont vivantes. Et alors, ces choses, il appelle ça les microzymas. Très petit ferment, ça veut dire. Voilà, on retrouve ça dans le pain azime. Azime, c'est sans levain. Oui. Microzyma, c'est petit levain, petit en quelque ferment. sorte. Petit ferment. Et donc, ça fermente. C'est le nom qu'il leur donne. Et donc, ça, c'est quoi? Enfin, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est extraordinaire, ça. Mais c'est extraordinaire. Et ce qui se passe surtout, c'est que ce dont s'est rendu compte Antoine Béchamp, c'est que ces petits éléments-là, donc qui pourraient être les germes qu'on trouvait dans l'air, ce sont les mêmes éléments. Hein. Ces petits éléments-là sont à la base de toute matière vivante. Il n'y aurait aucune matière vivante sans ces petits éléments-là. La cellule elle-même en est constituée. Et si on revient à la photo, à l'image que montrait tout à l'heure. Si je prends une analogie, en physique nucléaire, on a pensé pendant longtemps que l'atome était le plus petit composant de la matière, et on sait maintenant que l'atome lui-même est composé d'électrons, de protons, de neutrons, mais que les neutrons, etc., sont eux-mêmes composés de quarks, et ainsi de suite. Et là, en quelque sorte, vous m'arrêtez si oui, effectivement, mais on pourrait se dire que la cellule elle-même est composée de plus petits organismes vivants eux-mêmes. Tout à fait. Mais alors, comment ça se passe? Ces petits organismes, ces microzymas, ils sont générés par la cellule, ils constituent la cellule, ils sont en rapport, en symbiose. Qu'est-ce que c'est?
L'image sur mon livre, c'est le vitellus. Le vitellus, le jaune d'œuf, c'est l'équivalent de l'ovocyte chez la femme. Qu'est-ce qui se produit au moment de la conception? Il va y avoir une reproduction à l'intérieur du vitellus, par exemple pour le poussin. Eh bien, à l'intérieur du vitellus, et c'est la question que je pose sur le livre, la question de Béchamp, les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant? Eh bien, dans le vitellus, qui est la première cellule, en réalité, c'est à l'intérieur de cette première cellule que se trouvent les microzymas de Béchamp. Alors ça, c'est un point très important. On les trouve à l'origine, et ces mêmes microzymas, ces granulations sont elles-mêmes à l'origine des gamètes, donc de l'ovocyte et des spermatozoïdes. Dominique Tassot. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, la science progresse par acquisition successive. On a vu au XVIIIe siècle Lavoisier qui a fondé la chimie minérale. Et les réactions de chimie minérale, c'est des réactions qui vont dans un sens. Et au XIXe siècle arrive la chimie organique, avec Berthelot en particulier. Et les réactions de chimie organique, c'est des réactions d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a des corps présents de chaque côté du signe d'équilibre. Et c'est ce qui varie, c'est simplement la proportion de ce qui est à droite ou de ce qui est à gauche de l'équation. Et avec la fin du XIXe siècle, avec Béchamp et, je dirais, Claude Bernard, on voit apparaître une spécificité dans la biochimie qui est la régulation. Et ça, c'est Claude Bernard, si vous voulez, le fondateur de la physiologie, qui a vu qu'il y avait dans la cellule ou à l'intérieur de la cellule un élément de régulation. Alors tout le monde connaît l'homéothermie, par exemple. Le fait que dans les animaux homéothermes conservent une température intérieure constante. Mais Claude Bernard avait généralisé le concept en parlant d'homéostasie, c'est-à-dire que l'être vivant a la particularité de conserver et de réguler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il a le mauvais goût de vouloir persévérer dans l'être. Voilà. Et ça veut dire que... c'est pour ça qu'il y a une formule de Claude Bernard qui est très importante, hein, et je pense que si les auditeurs avaient retenu cette formule, ça serait très bien. Il disait, justement à propos de Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire que si le terrain est parfaitement organisé, eh bien, si le système immunitaire, on dirait aujourd'hui, est en forme, à ce moment-là, l'agresseur extérieur est impuissant. Et c'est pour ça qu'on voit une divergence à partir de Béchamp-Pasteur dans la médecine. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, de façon dominante, une médecine pastorienne, donc qui cherche la petite bête, si vous voulez, qui considère que le microbe, a priori, est quelque chose de mauvais. Alors ça, ça commence à être battu en brèche. Maintenant, tout le monde sait que on parle beaucoup de microbiote, etc. Enfin, tout le monde se rend compte. Oui, il suffit d'allumer sa télévision. Voilà, on sait qu'il faut manger certains yaourts pour avoir un microbiote vivant. Autrement dit, tous ces petits organismes plus petits que la cellule, en fait, sont nécessaires à la vie, démontrent l'organisme vivant. Et donc, je pense que ça, c'est l'héritage de Béchamp, et qui va même plus loin dans la définition de ce qu'est la vie, parce que la vie s'oppose à la mort. Et justement, Béchamp fait remarquer que quand un être vivant meurt, en fait, son activité ne cesse pas. Simplement, elle change de nature. Et donc, d'un moment à l'autre, les microzymas qui conservaient les équilibres et l'homéostasie interne se mettent à avoir une fonction de désagrégation, de décomposition. Mais c'est toujours les microzymas. Et donc la vie, selon la formule bien connue, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. C'est-à-dire le
l'organe mort, en fait, continue à... Alors évidemment, il ne vit plus au sens de sa vie d'organisme complet, mais la vie ne cesse pas puisque les microzymas, eux, sont toujours là et procèdent à la décomposition. Je renvoie à ce titre nos auditeurs un superbe livre de James Sampran qui s'appelle L'abîme se repeuple, qui commence comme ça, par l'analogie entre la ville moderne et un cadavre. Il dit « ce n'est pas parce qu'il bouge le cadavre empli de toutes ces particules justement de désagrégation, de décomposition, qu'il n'est pas mort. » C'est une comparaison avec la modernité. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais je me retourne vers vous, Brigitte Faux, parce que bon, on voit bien le sujet est immense sur ces microzymas, mais donc ce qu'on comprend chez Béchamp, c'est que ce microbe existe, mais on ne comprend pas bien s'il est généré ou s'il structure la cellule. Il est à l'origine de la vie. Il est à l'origine de la vie. En fait, c'est un nano-organisme. Et d'ailleurs, les virologues eux-mêmes disent bien que les premiers éléments vivants sont les virus. Même Didier Raoult ne cesse de parler de contamination permanente par les virus qui viennent marquer notre ADN et que 99% de notre ADN, c'est des multiplications de fragments de gènes viraux. Mais ce que Didier Raoult Didier Raoult continue à s'appuyer sur les dogmes de Pasteur. C'est-à-dire que pour lui, c'est forcément des choses qui s'introduisent. Donc en réalité, c'est extérieur. Et vous dites, enfin vous, c'est ce qui nous vient de nos parents. Et vous faites, enfin Béchamp fait cette distinction, je trouve ça très intéressant, entre le soi et le non-soi. Exactement. Et il dit, ces microzymas, c'est du soi. Ça vient de nous. Et ça nous constitue. Et de nos parents. Et de nos parents. C'est vraiment par descendance. Et il y a probablement même, alors, bon, c'est à vérifier, il y a une reproduction des microzymas mâles et femelles à l'intérieur même du vitellus au moment au tout début de l'embryon. Mais alors, attendez. Ces microzymas qui se reproduisent, oui. Est-ce qu'ils meurent? Non. Jamais. Donc, ils sont permanents, alors que les cellules sont totalement transitoires. Les microzymas vont construire tout de l'embryon. Au départ de l'embryon, il y a des moments où on ne voit que ces granulations, on ne voit rien d'autre. On ne voit rien d'autre. Ils sont les seuls à l'origine de tout ce qui se passe ensuite. Et j'ai même trouvé une publication qui nous montre l'auto-assemblage de l'ADN. Donc, nos gènes sont fabriqués par les granulations dans le vitellus. Attendez, Brigitte Faux, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce que vous dites est absolument stupéfiant. Là, donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on aille vraiment tout petit à petit, parce que c'est renversant. Hein. Complètement. Parce que si ce que vous dites est vrai, et on va voir que c'est établi, hein, vraiment, moi, en lisant ce que vous écrivez, en allant voir les articles, etc., je suis pas tombé de ma chaise, mais presque. Parce que ça remet en cause énormément de choses. Donc, on parle de petits organismes, ces microzymas, qui sont constitutifs du vivant et qui eux-mêmes ne meurent pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est immortel, ça se balade comme ça ? Parce que si c'est nous, si c'est du soi, quand nous mourrons, quand l'organisme qui est porteur de ces microzymas meurt, parce que nous connaissons notre destin, eux-mêmes, en fait, ils continuent. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est des particules de vie, en quelque sorte. Exactement. Et ils nous survivent. Et après, ils constituent d'autres êtres. Eh bien, non. Ce qu'on trouve dans l'air, les germes, ces fameux germes de l'air qu'on prend pour des parasites, sont simplement les restes des organismes vivants, animaux, végétaux. Parce que c'est la poussière, en fait. Exactement. Et tu redeviendras poussière, c'est en réalité des microzymas, ils sont vivants. Et ce qu'on retrouve dans l'air, mais ils vont pas reconstituer. Si, peut-être qu'ils vont se développer en micro-organismes, justement. Je me demande des fois si le ver... Alors là, c'est vraiment... Mais je me trompe peut-être complètement. Si le ver des composts, c'est pas des choses qui sont issues des microzymas, des végétaux, des animaux qu'on a mis dans le compost.
Des fois, je me demande si c'est pas ça. Mais ça, c'est une question, c'est Alors, purement gratuit, ça. Dominique Tassot. Oui, il y a une question troublante. Vous savez, il y a les protozoaires, donc qui n'ont qu'une seule cellule et qui se multiplient par division cellulaire. Donc, on avait une cellule et après, on a deux cellules. Et d'une certaine façon, dans les deux, il y en a une qui est la même que celle d'avant. Donc, on a d'une certaine façon une cellule immortelle qui se divise, qui se multiplie, mais il y a quelque chose qui se transmet. Et donc, en un sens, la vie est immortelle. Donc, c'est tout à fait compatible avec les idées de Béchamp. Vous mettez les pieds dans le plat où je voulais qu'on les mette. Parce que, bon, ça, on peut le concevoir. C'est-à-dire que la vie elle-même ne cesse jamais. C'est-à-dire que même nous, êtres humains, on le voit très bien, si on a des enfants, le principe vital est transmis aux enfants, de l'information génétique est héritée par l'enfant, des parents, et ainsi de suite. Et on peut remonter Absolument. comme ça, de père en fils, de mère en fille, etc., jusqu'aux origines, s'il y en a une. Mais on voit bien que le principe vital, lui, n'est jamais interrompu. Les individus porteurs de ce principe peuvent bien disparaître. Le principe, Ils sont lui, transmis. est transmis et il est permanent. La vie est permanente, elle ne cesse pas. Mais en revanche, ce que vous nous dites, c'est qu'à ce niveau microcosmique, cela existe aussi. Donc ces petites particules apparaissent, naissent au sein d'un organisme vivant plus grand, une cellule, elle-même organisée. Ah non, elles ne naissent pas à l'intérieur de la cellule. Alors, moi, je ne comprends pas. Ce sont les microzymas qui construisent les cellules. Et justement, oui, mais donc elles préexistent à la cellule, on est d'accord? Complètement. Mais elles viennent d'où? Ils viennent d'où, ces microzymas? Ils viennent des ascendants. Des ascendants. Alors, les premières, je ne sais pas. Mais donc, les c'est ce que vous me disiez, ils se reproduisent, mais ils n'ont pas d'ADN. Il n'y a pas d'ADN à l'intérieur. Peut-être. L'ADN, il est possible. Il faudrait regarder de plus près au moment précis, au moment des microzymas souches, les premiers microzymas de l'individu, ceux qui se sont constitués à partir des microzymas des parents. Il faudrait voir, apparemment, il semble qu'ils auto-assemblent l'ADN. Ça veut dire qu'ils ont l'information, mais qu'elle n'est peut-être pas sous forme d'ADN au départ. Mais ça, je peux pas j'ai pas l'élément pour ça. Il se pourrait qu'ils aient une mémoire de l'information héréditaire sous une autre forme. Il y en a qui parlent d'un cristal de silice à l'intérieur des microzymas. Je n'ai pas la preuve de ces choses-là. Mais toujours est-il que les gènes s'auto-assemblent, l'ADN s'auto-assemble, semble-t-il, à partir des granulations dans le vitellus. Et donc, ce sont ces microzymas qui sont aussi à l'origine des cellules qui ne sont pas présentes au moment du développement, du tout début du développement de l'embryon. Au début du développement de l'embryon, on voit les microzymas, on voit apparaître des globules vitellins qui explosent par un moment pour faire réapparaître d'autres microzymas. Et c'est sans doute dans ces globules vitellins que les microzymas acquièrent une spécificité. Ils vont développer nos cellules, nos centres vitaux, tout ce qui nous constitue proviennent des microzymas. Absolument tout. Et ce dessin qu'on voyait tout à l'heure, l'importance du milieu, où on voit, Béchamp, il a fait sur la mer de vinaigre. La mer de vinaigre, c'est une espèce de gélatine. Au passage, on s'aperçoit qu'en réalité, les bactéries, on a plein d'étapes de bactéries. Alors, attendez, parce que là on a remis l'image, on est bien d'accord. Oui. Là, ce sont des images prises au microscope. Oui, donc ce sont des dessins d'Antoine Béchamp. Voilà, et Béchamp lui-même donne sa méthode. Il dit, vous grossissez 500 fois. On voit ces microzymas qui font entre 0,5 et 1 nanomètre. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont visibles, qu'on peut voir, alors pas à l'œil nu, mais avec un bon microscope, même fin 19e, on pouvait voir ça. Tout à fait. Mais donc aujourd'hui, j'imagine qu'on les voit toujours et qu'on peut les, observer. Mais j'ai envie de dire, que fait la science? Mais oui, mais alors justement, je vais vous montrer, on verra tout à l'heure. Je vais aller jusqu'au bout là. L'importance du milieu. Dans un certain milieu, ils vont fermer des bactéries. Mais dans un autre milieu, et là c'est l'autre figure, la figure 5,
elles forment des cellules. Donc là, il a pris, je crois, un bouillon de levure sucrée et ça donnait des cellules. Il faut que le milieu soit différent. Il n'obtient jamais les deux en même temps. Il n'obtient jamais des bactéries et des cellules. C'est le milieu qui va permettre aux microzymas de fabriquer tel ou tel élément. Et il s'est aperçu que les microzymas, dans nos centres vitaux, réalisaient les fonctions de nos centres vitaux. C'est-à-dire des expériences qu'il avait fait avec les cellules, il avait étudié le métabolisme des cellules sous forme de fermentation, voir les produits de départ et les produits de sortie de tel et tel métabolisme. Eh bien, il reproduisait les mêmes choses avec les microzymas isolés des cellules. Ces microzymas sont capables de réaliser les fonctions des centres vitaux. Alors là, Brigitte vient de prononcer tout à l'heure le mot former, le verbe former. Et former renvoie aussi à forme. Et justement, ce qui est important, quand le concept de forme est un concept immatériel. Le problème un petit peu de la médecine moderne, c'est qu'on a d'une certaine façon une médecine matérialiste et on passe à côté de certains phénomènes. Vous savez que quand on coupe les pattes d'un triton, elles repoussent. Donc c'est quelque chose, ça veut dire que la forme est première par rapport à la matière. De la même façon que vous savez que les empreintes digitales d'un individu se reforment à l'identique, ce qui est tout à fait étonnant, ce qui prouve qu'il y a quelque part une forme qui est quelque chose d'immatériel qui met son empreinte dans la matière. Donc il n'y a aucune difficulté à admettre que, évidemment, cette forme se réalise dans la matière, mais elle est première par rapport à la matière. Et donc tout être vivant, d'une certaine façon, est un être animé. Animus, anima, ça veut dire âme. Alors maintenant, le problème, c'est que l'âme a eu un sens très très spécialisé, mais si vous voulez, avant, on parlait d'âme végétative, d'âme animale, puisque les animaux, par rapport aux plantes, si vous voulez, ont des facultés différentes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut comprendre toute cette réalisation et toute cette formation dans l'être vivant que si on a une approche, justement, où le concept de forme reprend sa place. Mais d'où ma question. Excusez-moi, Brigitte Faux, mais oui. Parce que justement, je me retourne vers vous. Et je rebondis sur ce que dit Dominique Tassot. Parce que l'information informe, précisément, donne forme à la matière, il me semble que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le rôle de l'ADN, par exemple. Ah ben non. Il tient. Il y a bien une information dans l'ADN qui informe les cellules, etc., pour distribuer les spécialisations, etc. D'où ma question tout à l'heure sur l'ADN. L'ADN, on arrive à le voir, enfin, pas directement, mais avec des microscopes, on arrive à le manipuler, on arrive à le décoder, au moins très partiellement, mais on arrive quand même. Donc, c'est des choses qui sont connues par les scientifiques. Là, les microzymas dont vous nous parlez, on arrive à les voir, Béchamp les voit, au microscope, mais est-ce qu'on peut, je ne sais pas moi, les disséquer, les ouvrir, voir ce qu'il y a dedans vous voyez ce que je veux dire? Complètement, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'ils étaient quasiment immortels. Bon, c'est pas vraiment le cas. Ils peuvent être usés par le temps, etc. Mais ils sont très, très résistants. Donc, en fait, ils arrivent à résister à des traitements très forts. Et on les retrouve. Et c'est eux qui vont développer à nouveau et former des bactéries, des moisissures. Et il y avait une vidéo, vous vouliez voir maintenant, il y a une vidéo qui s'appelle, c'est la vidéo du sang, Axel. Il y a une vidéo, là, alors ça doit être un sang malade, mais on voit ce qui est en bleu, les gros ronds, c'est les hématies, les globules rouges, mais au milieu, on voit toute une vie. Alors, ça doit être un sang malade, hein. Et on voit des bactéries. Et on voit des petits points et on voit d'autres, des petits points, ce sont des microzymas, hein, qui se rejoignent les uns les autres et qui petit à petit finissent par former des bactéries. Et c'est des choses que si les scientifiques voulaient vraiment s'y intéresser, si on regarde bien cette vidéo, on voit s'en former, hein. C'est Gaston Nessens qui avait fait un appareil, parce que dans le sang, ils sont très difficiles à voir. Là, c'est sur un microscope à fond noir, hein,
Béchamp, il utilisait un microscope x700 avec une cellule à immersion pour arriver à les voir. Il disait le microzyma, c'est le 3e élément du sang. Et on en a plein. Dans ce sang-là qui doit être malade et qui forme des bactéries, on les voit particulièrement se développer et on voit se former des bactéries, on les voit s'associer, on voit des microzymas s'associer et former des bactéries. C'est des choses qui sont visibles dans l'organisme. Le problème, c'est que les scientifiques, basés sur leurs dogmes, sur leurs habitudes de pensée, vont systématiquement penser que ces éléments se sont introduits. C'est ça le problème. Donc on est d'accord, les scientifiques actuels les voient, comme nous, là, ce qu'on vient de voir. Exactement. Ils constatent bien leur existence, mais ils disent ce sont des microbes mais qui viennent de dehors, des parasites, je ne sais quoi. Et voilà. Neutres ou pas. Oui, ils n'ont jamais démontré leur introduction. C'est quelque chose d'acquis pour eux. D'où, et là on revient au début de notre discussion, votre insistance sur le fait que on parlait de viande stérile ou pas dans ce milieu, et vous dites avec Béchamp, non, on a beau stériliser par l'extérieur, etc., il y a des choses qui apparaissent à l'intérieur. C'est-à-dire que le vivant lui-même est porteur et générateur, je ne sais pas comment dire ça exactement, mais sécrète ces organismes, ces micro-organismes, qui sont ces accompagnateurs, je ne sais pas comment le dire, c'est tellement bouleversant. C'est une expression du vivant au même titre que la cellule, mais une expression du vivant dans un état où le milieu n'est pas sain et que l'organisme, les microzymas, ont besoin de prendre une autre forme pour rétablir le milieu d'origine. Donc, en fait, c'est juste une expression du vivant comme une autre, comme la cellule. Alors, c'est un point très important parce que ça montre l'origine endogène je ne dis pas de toutes les maladies, mais au moins de certaines maladies. Et ça permet de comprendre justement pourquoi il y a des épidémies. Parce que la contagion d'un individu à l'autre n'explique pas l'origine de l'épidémie. Alors, le premier endogène, cas d'une qui épidémie vient de soi. Qui vient de soi. Contrairement à exogène, qui vient de l'extérieur. Donc, et justement, dans ce cas-là, il n'y a pas de contagion. Voilà, il y a bien à un moment donné un individu qui est devenu malade, qui après devient contagieux. Et ça, c'est un point absolument fondamental parce que c'est un petit peu toute la médecine actuelle qui s'est focalisée sur la lutte contre le microbe. Plus c'est mort, plus c'est sain. Alors que, vous savez, Esculape, le père de la médecine, avait 2 filles. Enfin, il y avait 4 filles, mais enfin, dont 2 sont les plus connues, Hygie et Panacée. Hygie, c'est l'hygiène, c'est-à-dire toutes les mesures de préventive, de bonne santé. Et Panacée, c'est le médicament. Malheureusement, la médecine moderne, y compris dans la formation des médecins, c'est décalé vers Panacée et oublie malheureusement Hygie. Et c'est dommageable parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des mesures administratives qui sont prises en matière de santé et ces mesures, elles ne s'occupent que de Panacée. Alors que mais la vraie solution, c'est de rétablir la santé par des mesures positives. La pauvre Panacée n'est plus universelle et gratuite. Elle se vend. Et ça, c'est important, ça compte. Et je voudrais préciser, c'est-à-dire quand on a un rhume, quand on a une grippe, quand on a ce qu'on veut comme maladie dite virale, ce qui se développe à l'intérieur de nos organismes, ce sont d'ailleurs probablement virus, microzymas, c'est probablement la même chose. Ce sont nos propres microzymas. Si on parle de contagion, quand on parle de contagion, on parle de transmission de microbes. On parle de, comment on appelle ça, le transfert horizontal. On appelle ça transfert horizontal, c'est-à-dire transfert d'un virus à un autre, d'un individu à un autre. Oui, attention, ça c'est que quand on est debout. Assis, ça marche pas. En plus. Mais il est probable que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on retrouve jamais les mêmes gènes d'un individu à l'autre. Ce n'est pas le cas. Et si il peut y avoir une forme de contamination, elle est peut-être d'un tout autre ordre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas due à des micro-organismes ou des nano-organismes,
mais peut-être à une forme de résonance, hein, à une forme de, voilà, quelque chose qui soit sous forme d'onde ou de, voilà, comme le bâillement, quand on bâille ou quand on... Mais ça, c'est des choses, c'est des suppositions. Alors, attendez, parce que ce qui est pas supposé, et là, c'est ce que disait Dominique Tassot à l'instant, c'est que donc, on pourrait comprendre à la limite qu'il y ait contagion, alors qu'elle soit par saut de microsima, de microbes ou autres, de bactéries, peu importe, mais que, si j'ai bien compris, le patient zéro, si on peut l'appeler ainsi, c'est lui qui a généré en quelque sorte en lui ce microbe qui ensuite se répand. Mais il y a quelque chose qui vient de lui. Voilà, et c'est ça que vous vouliez dire ? Voilà, c'est pour ça que... pour moi, il serait comptable. Claude Bernard disait le microbe n'est rien, le terrain est tout, et c'est pour ça que, alors ça tout le monde le sait, le moral a une influence sur la santé. Et l'individu qui, pour des raisons diverses, perd sa volonté de vivre, eh bien, il s'infecte plus facilement. Donc là, il y a tout un aspect positif de la santé qui, aujourd'hui, n'est pas développé pour le grand dommage des patients. Alors ça a deux conséquences. D'une part, il y a une première conséquence, c'est ce qu'on appelle un petit peu la médecine individualisée. C'est-à-dire que dans la tradition médicale, il y a le colloque singulier, c'est-à-dire le rapport individuel entre le médecin et son patient unique. Et la médication, elle est personnalisée. Bon, c'est ça la tradition médicale. Et aujourd'hui, à cause du système tout panacé, on fait des protocoles indifférenciés, il faut donner le même médicament à tout le monde. Donc c'est tragique parce que c'est un oubli des principes fondamentaux de la médecine depuis Hippocrate. Et puis les résultats ne sont pas là. Si vous voulez, quand Jean Bernard, ce grand cancérologue, à un moment donné, disait dans une conférence pourquoi la cancérologie n'a-t-elle pas fait aujourd'hui les progrès qu'on a fait dans d'autres domaines de la médecine? Et il disait, c'est peut-être parce qu'on a trop donné d'importance aux idées de Pasteur. Donc, si vous voulez, Jean Bernard avait conscience de l'importance justement du terrain et du fait que, bien sûr, les microbes existent, mais d'une part, les microbes, l'immense majorité des microbes ne sont pas morbides. Il y a même un médecin, le docteur Émilie, qui avait écrit un petit livre « Les microbes sont nos amis ». Ou non, les microbes sont-ils nos ennemis ? Point d'interrogation. Mais la réponse du livre, c'était de dire les microbes sont nos amis, les microbes, c'est la vie. Voilà, les microbes, c'est la vie, c'est ça. C'est les micro-organismes, c'est la vie, c'est ça qui est important. Et il n'y a pas de transmission de microbes à l'autre. Antoine Béchamp, il disait, un microbe, même qu'on introduit par injection, ne va pas se développer dans un individu parce qu'il n'est pas chez lui. Ce ne sont pas, s'il y a deux individus qui sont malades d'une même maladie, c'est pas par le biais des micro-organismes, c'est par le biais d'une information qui leur arrive autrement. Et ce qu'on retrouve, si on retrouve des gènes viraux, par exemple, qui se ressemblent entre deux individus, c'est pas une histoire de transfert de nano-organismes ou de virus, c'est simplement une ressemblance parce qu'on est des êtres se ressemblant et rien d'autre. Oui, mais après, si ces micro-organismes sont porteurs d'informations, qu'ils sont en quelque sorte les messagers d'une information propre, on peut aussi imaginer très bien que ce soit une information. Oui, mais voilà, mais que le corps réagisse à l'information, soit par imitation, soit par rejet, et que par imitation, il développe en son sein cette information qui elle-même est morbide. Enfin, je sais pas ça va être un développement. Ça va être un développement interne. Ça va être c'est ce que je dis. Prise en compte de cette information. C'est un développement interne, absolument. Alors ça a des conséquences pratiques parce que Béchamp, si vous voulez, n'a pas un grand nombre de rues à son nom, etc. Bien qu'il ait quand même au moins dans une ville une statue, mais il a eu des disciples. Et ça c'est important de le dire. Donc il y a eu une tradition Béchamp en France, alors qui existe en médecine. En particulier, le professeur Tissot, qui était au Muséum des sciences naturelles, a été le principal disciple
de Béchamp, enfin disciple reconnu, et ça n'est pas tout à fait un hasard si Tissot est à l'origine de ce qui est aujourd'hui la Ligue pour les libertés des vaccinations, qui est une association qui vient de fêter ses 70 ans, ce qui est quand même assez rare dans le domaine. Et pourquoi liberté des vaccinations? Justement parce que chaque individu est lui-même. Et donc l'idée que le ministre de la Santé de son bureau puisse savoir ce qui convient à l'enfant qui est devant le médecin à 500 km, c'est quelque chose d'absurde. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à la fois à l'esprit de la médecine, à la tradition hippocratique et à la réalité. Alors, mais écoutez, Dominique Tasseau, moi je ne suis pas d'accord. Il me semble que n'importe quel individu peut remplacer un autre, un peuple peut remplacer un autre. Il n'y a pas de spécificité, voyons. Là, nous allons diverger. Je pense que, justement, revenons à l'immatériel, comme je disais tout à l'heure. Justement, chaque individu est individuel. Il a une âme qui lui est propre. Et donc, il va réagir face à l'environnement d'une manière qui lui est spécifique. Et c'est pour ça que la prescription doit être une prescription individualisée. C'est le colloque singulier. C'est une discussion qu'on a déjà eu beaucoup dans le cadre de cette émission. C'est justement ce rapport personnel particulier du médecin au patient. Et on voit bien que la grande tendance actuelle, c'est de casser ce lien, d'uniformiser le traitement, et même les téléconférences, le rapport distancié du patient au médecin. Les consultations à distance. Oui, mais il y a pire que ça, c'est les consultations avec ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas de l'intelligence. Donc là, d'une certaine façon, on détruit ce qui est l'essence de la médecine, qui est ce rapport de personnel, d'une personne à une personne. Et disons que tout le monde sait que l'empathie du médecin pour son patient est quelque chose qui a un rôle dans la guérison. Donc on a tous ces éléments immatériels dans la médecine actuellement sont oubliés, et malheureusement c'est un petit peu à cause du fait qu'on a oublié les principes de Béchamp. Le temps passe à une vitesse incroyable. J'ai quand même, si vous avez encore un peu le temps, Brigitte Faux, je voudrais vous poser au moins deux questions. Il y en a une, vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, je rappelle, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, une géologue qui s'appelle Philippa, vous allez me dire si... Uwins, U-W-I-N-S, qui, elle, dans ses recherches, donc c'est une contemporaine, cette géologue, trouve dans la roche calcaire, c'est Microzima. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ce qu'elle trouve, ce qu'elle voit, et ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Parce que je trouve ça étonnant, ce lien avec la géologie. C'est ce qu'elle a appelé des nanobes. C'est qu'on a trouvé des tout petits nano-organismes qui étaient capables de se transformer. Voilà. Et on en retrouve, il y a des publications qui montrent qu'on en retrouve que des chercheurs en ont retrouvé dans le sang, et ils n'ont rien compris. Ils se sont posé la question, mais c'est lié à quoi? Ils trouvaient ça chez des gens qui étaient sains, et ils se disaient, mais est-ce que ce sont des... Voilà, ils recherchaient la maladie que pouvait avoir la personne en découvrant ces petits nano-organismes, donc nos petits microzymas dans nos organismes. Et Philippa Uwins, qu'est-ce qu'elle a retrouvé? Ce sont les restes d'organismes vivants, probablement, qu'elle a retrouvés. Béchamp, quand il a donné ce terme de microzyma, ce mot de microzyma à ces petites granulations, c'est quand il les a découverts dans la craie. Et la craie, il était allé la chercher au creux de la roche, vraiment. Il avait demandé qu'on aille chercher dans la carrière, tout au fond, au creux de la roche, pour être sûr. Et vraiment, c'est au centre du bloc qu'il a été retrouvé. Il a trouvé des microzymas. Il a réussi à les faire se multiplier. Alors, et c'est sans doute les restes parce que de choses très anciennes. C'est incroyable, et ça pose plein de questions. Je voudrais qu'on prenne 3 minutes, si vous avez le temps, qu'on dépasse l'heure prévue. Pas de souci. Parce que, donc,
vous dites Béchamp, mais ensuite Philippa Huygens Oui. trouve dans la craie. Mais donc la craie, ça vient du calcaire. Le calcaire, selon ce qu'on a appris, sont des dépôts à l'origine organique qui s'accumulent avec le temps Exactement. au fond de bassins, comme ça, comme nous, là, nous sommes dans le bassin parisien. C'est crayeux en dessous de nous, c'est du calcaire. Mais bref, on retrouve donc ces microzymas dans la roche calcaire, mais après l'avoir extrait, on arrive à, entre guillemets, leur redonner vie. Ça rebouge Absolument. et ça continue à vivre, alors que c'est enfoui sous le sol depuis des millions d'années et que c'est parfaitement mort. Enfin, c'est ce qu'on pense. Ce sont les restes des organismes vivants qui n'auraient pas végétaux, animaux, qui sont l'élément de vie et qui nous survivent. Une sorte d'hibernation. C'est la vie terrestre. Alors, c'est la vie terrestre. Dominique Tassot dit une sorte d'hibernation. Certes, mais tout le reste a disparu. Et vous utilisiez tout à l'heure un mot, vous disiez ça se transforme. Mais alors, est-ce que le critère de la vie, c'est la transformation? Parce qu'on voit bien des choses qui se métamorphosent et qui n'ont pas l'air vivant. La simple réaction chimique de base, j'ai envie de vous dire. Je prends, je sais pas moi, de l'acide que je mets sur autre chose, je vais voir une réaction chimique, j'ai bien une transformation. Mais de la même manière, alors je vais peut-être vous tendre un piège, mais des cristaux qui se déploient, ils changent bien de forme en quelque sorte. Et pourtant, c'est pas ce qu'on appelle de la vie. Alors, mais est-ce que la transformation est le critère de la vie? Oui, non. Et sinon, question plus importante, quel est le critère de la vie? Non, parce que c'est pas la transformation. Critère de la vie. De la vie. Alors, une réponse de Dominique Tassot et après de Brigitte Faux, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est la conservation des formes dans un environnement variable. C'est ça l'essence de la vie. C'est ça qui différencie l'être vivant de l'être mort ou de l'être inerte. C'est qu'il réagit. Donc il vise sa conservation, donc la conservation de la forme, malgré un environnement variable, alors que la pierre se chauffe au soleil et se refroidit quand il gèle. Et à vous, Brigitte Faux. Ouais, les microzymas vont réagir au milieu. C'est-à-dire que si on les change d'environnement, si on les sort du calcaire et qu'on les met dans un milieu propice, ils vont se transformer. Voilà. Et le critère de la vie, c'est quoi? Pour Antoine Béchamp, et j'en déduis de toutes ces recherches, c'est que un élément, une petite granulation, un petit élément qu'on trouve dans un organisme. Actuellement, les scientifiques ne savent pas dire s'il est vivant ou pas. Je pense aux exosomes en particulier. On ne s'est même pas posé la question parce que c'était plus petit que la cellule. Eh bien, le critère, c'est le fait d'être capable de produire une enzyme malgré plusieurs lavages. C'est-à-dire, si on trouve un petit élément dans un organisme et qu'on le lave et que malgré tout, il continue à être capable de produire une enzyme. D'ailleurs, Antoine Béchamp a découvert les enzymes, du coup. S'il est capable de produire une enzyme, c'est que c'est un organisme vivant. Alors, pour le dire autrement, donc une enzyme, c'est ce qui permet, on l'a compris, une fermentation, mais on peut appeler ça par un autre nom. C'est une réaction chimique dite complexe. Est-ce que j'ai compris ou pas du tout? Non. L'enzyme, c'est juste une protéine active, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire ce que ferait un acide sur un élément chimique. Oui, donc une réaction chimique. Ou une chimique. température. Une réaction chimique, mais c'est une réaction chimique simple, c'est pas une réaction biochimique. Les transformations chimiques profondes de nos organismes, les enzymes ne suffisent pas à les réaliser. On a besoin de nos petits ferments, de nos microzymas pour les réaliser. Béchamp a montré que la première fois qu'il a découvert les microzymas, c'était des petits corps dans une réaction sur le sucre. Sur le sucre, il y avait formation de moisissures à partir de ces petits corps. Il s'est rendu compte que les petits corps ou les moisissures étaient capables de produire une enzyme et il s'est rendu compte que ça transformait le sucre. Et il s'est rendu compte aussi que donc il a découvert l'enzyme. Le sucre est à la base de la fermentation
alcooliques, en particulier d'autres produits d'ailleurs, de la fermentation. S'il prenait l'enzyme seule, produite par le petit ferment, l'enzyme seule n'est pas capable de produire la fermentation. Si on prend le sucre pur, l'eau pure et l'enzyme, elle n'est pas capable de produire la fermentation, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais, avec l'enzyme seule, produite par le ferment, on n'aura jamais d'alcool. L'enzyme est produite systématiquement par un élément vivant, par une particule vivante, cellule. C'est toujours ces mêmes expériences où on fait une sorte de bouillon de culture et on n'arrive pas à le faire réagir. Il faut qu'il y ait ce petit truc en plus qu'on appelle la vie. Exactement. C'est-à-dire qu'il est probable que dans beaucoup d'expériences, les scientifiques ont fait des analyses d'entrée et sortie de produits. Et est-ce qu'ils ont vu ces petites granulations ou est-ce qu'ils les ont ignorées? Il est probable qu'ils les ont ignorées parce que ce qu'on analyse actuellement, ce ne sont que les éléments chimiques. On n'analyse que la matière inerte. Et l'ADN est une matière inerte. Au même titre que, l'enzyme a quelque chose de plus, c'est qu'il acquiert une espèce d'énergie supplémentaire produite par ce ferment, par l'élément vivant qu'il a produit. Vous savez ce que ça m'évoque? Ça m'évoque un petit livre très fort, si ma mémoire est bonne, de Jean Kelevitch, qui s'appelle Le presque rien et le je ne sais quoi. Et j'ai l'impression que le presque rien, ça peut être cette vie qui est presque rien, mais sans ça, il n'y a rien, justement. Mais le presque rien permet de passer ce stade. J'ai une dernière question. Importante, parce qu'en fait, on tourne autour de cette question depuis qu'on a lancé cette émission. Et c'est un des sujets de votre livre, Brigitte Faux. C'est la question du dépassement de la spécialisation, notamment en sciences. Je pense, moi, qu'il faut le dépasser en toute matière. Mais vous dites, je vous cite un moment, vous dites, pour comprendre le changement de paradigme qu'implique la théorie de Béchamp, il suffit d'observer sous un nouvel angle. Et on comprend en vous lisant qu'on ne peut pas avoir ce nouvel angle si on ne s'extrait pas de sa propre spécialité, c'est-à-dire si on n'a pas cette vue d'ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines, c'est-à-dire que la spécialisation à outrance, qui semble nécessaire vu l'évolution de la science, de la connaissance dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'à un moment, on est obligé de se spécialiser, mais on n'arrive pas à faire ce pas de côté ou ce pas en arrière pour avoir cette vision d'ensemble qui permettrait d'explorer de nouvelles voies. Ouais, ça me fait penser au professeur Raoult. Justement, je trouve que c'est un homme formidable qui justement se pose énormément de questions et remet en question beaucoup de choses. Mais il raisonne sur la base des dogmes de Pasteur. Et donc, toute cette vision qu'il a d'espèce de contamination permanente de l'individu et qui fait qu'il est justement toute cette richesse qu'il a à l'intérieur, qui serait pénétrer dans nos organismes, et c'est ça qui doit changer. C'est-à-dire, cette pénétration, elle n'est pas démontrée, cette introduction, elle n'est pas démontrée. Et il faut repartir de l'intérieur, de nos microzymas. Et ça change tout. Et d'ailleurs, les expériences de Béchamp montrent bien qu'on n'est pas imperméable comme ça. On laisse pas pénétrer n'importe quoi. Je donne l'exemple, par exemple, du jaune d'œuf qu'il fait baigner dans une eau qui devient putride, avec plein de vibrions, de bactéries, de toutes sortes de choses. Et le jaune, il gonfle, et la membrane ne se casse pas. Bon, bien sûr, il s'agit de prendre des précautions. La membrane ne casse pas. Le jaune d'œuf, il gonfle. Et Antoine Béchamp, donc, une fois qu'il a vu tous ces vibrions autour, il s'est dit, il doit y en avoir plein à l'intérieur. Il nettoie avec un filet d'eau pure pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à l'extérieur. Il ouvre, eh bien, l'eau avait réussi à pénétrer dans le vitellus, mais le reste, il retrouvait uniquement les microzymas qu'il y avait à l'origine. Il n'a rien retrouvé de ce qu'il y avait dans l'eau. Rien n'avait pénétré dans le vitellus. Et vous pensez que nos poumons, ils ne seraient pas aussi bien protégés? Mais vraiment, je crois qu'on se croit imperméable, mais non. Si nos barrières naturelles sont saines, il n'y a vraiment aucune raison.
Dominique Tassot, un mot de conclusion, soit sur cette question de la spécialisation, ou sur autre chose. Je crois, avec le recul du temps maintenant, que un peu dans toutes les sciences, on a besoin de partir sur certains principes qu'on ne remet pas en cause. Et puis, on part sur ces principes et ça donne un certain nombre de résultats. Et puis, on passe aussi à côté de certaines choses. Et il y a des moments où, et on le voit dans l'histoire des sciences, il faut revenir à l'embranchement qui a été pris et justement retrouver une largeur de vue qui s'était perdue. Donc là, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui cherchent des sujets de thèse en biochimie, en physiologie, en immunologie, etc., au lieu d'aller chercher des questions parfois un petit peu infimes et sans intérêt, reprenez les travaux de Béchamp. Là, il y a une mine extraordinaire de sujets pour des centaines de thèses. Donc, si vous voulez, on n'arrête pas la science, on n'arrête pas le combat pour la vérité, mais il y a des moments où il faut savoir s'arrêter dans la démarche intellectuelle pour regarder en arrière et repartir sur des bases plus saines. Et je pense que grâce au livre de Brigitte Faux, et c'est ce qui m'a enthousiasmé quand je suis tombé dessus, il a une matière extraordinaire pour redonner un nouvel élan à bien des disciplines de la science et aussi, surtout, à la médecine. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Tassot. Alors, je redis que vous êtes président du CEP, le Centre d'études de prospective pour la science, qui publie une revue. Où peut-on trouver cette... Et je redis aux auditeurs, c'est vraiment une revue qui s'intéresse à beaucoup de sujets, c'est très transversal, mais on la trouve... Où est-ce qu'on trouve cette revue ? Disons que le plus simple, c'est vous avez le site le-du6cep.org. Et Brigitte Faux, je remontre votre livre, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, et vraiment, je recommande aux auditeurs, c'est extrêmement surprenant, c'est passionnant. On n'a fait qu'effleurer le sujet aujourd'hui avec vous, Brigitte Faux, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une découverte bouleversante. Et on approfondira le sujet. Merci beaucoup, Brigitte Faux. Je crois que vous avez un site également où on peut suivre ce que vous faites. C'est un site qui s'appelle bonneshabitudes.fr. C'est sur la couverture du livre, la couverture 4 du livre. Eh bien, merci beaucoup, Brigitte Faux, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, j'espère. Et vraiment, je recommande ce livre bouleversant, je le dis. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous, chers amis auditeurs de Tocsin. Et n'oubliez pas, évidemment, poussez, aimez, partagez, donnez. C'est votre émission, c'est vous qui la faites vivre. Et donc, faites-la, propagez-la comme la vie partout, afin que ça perdure et que ça augmente. Merci et à très bientôt.